Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 74e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine, et puis aussi quelques retardataires de la semaine précédente que je viens de récupérer. Et comme je suis un petit peu beaucoup à la bourre aujourd'hui, on va commencer sans plus attendre avec le 3e et dernier tome de la mythologie viking, d'après le bouquin de Neil Gaiman. Alors celui-ci, je vais être très bref, déjà parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire, et puis parce que je reviendrai sur l'ensemble de la série quand j'aurai un petit peu plus de temps, courant décembre. Ça devrait être un peu plus calme en ce qui me concerne, et aussi en ce qui concerne les sorties. En attendant, on va juste feuilleter très vite la bête, histoire de vous faire un premier avis. 3e et dernier tome, donc, mais avec toujours du beau monde au sommaire. Côté illustration, on a un premier récit qui est signé David Robin. David Robin, dont je parlais pas plus tard que la semaine dernière pour son excellent Cosmic Detective, écrit par Jeff Lemire et Matt Kindt. Ensuite, dans un style graphique très différent, on a La mort de Balder, illustré par Colin Doran. Colin Doran qui collabore avec Gaiman depuis très longtemps, déjà à l'époque de Sandman. Ensuite, on a les derniers jours de Loki, c'est par là. Les derniers jours de Loki par Galen Showman. Et pour finir, évidemment, pour finir la mythologie nordique, on a Ragnarok. Ragnarok et... comment s'appelle-t-il ? La destinée finale des dieux, voilà, j'y arrive, illustré par P. Craig Russell. Après ça, on a une partie bonus quand même assez copieuse, avec différentes couvertures, plus les travaux préparatoires des différents artistes. Côté présentation, comme les deux tomes précédents, c'est du hardcover avec jaquette, ce qui est plus l'habitude des éditeurs américains que français, mais c'est pas vilain du tout. L'album fait 152 pages, format 17 par 26 cm. La traduction est signée Patrick Marcel, le traducteur attitré de Neil Gaiman. Et l'album est vendu 22 €. Autre sortie de la semaine dernière que je viens seulement de récupérer, c'est le 2e et dernier tome du Pingouin de Tom King et Raphaël de la Torre, avec aussi 2 épisodes dessinés par Stevan Subic. J'avais consacré une vidéo au premier tome, que j'avais bien aimé. Allez y jeter un œil si vous l'avez pas encore regardé, et surtout si vous n'avez pas encore lu le premier tome. Promis, je spoil le moins possible. Et sur ce 2e tome, je vais essayer également de rester assez vague côté intrigue et événements. Alors déjà, dans un premier temps, on a les 2 épisodes dessinés par Stevan Subic, qui, eux, reviennent sur la jeunesse et la genèse du Pingouin. À la fois son accès progressif jusqu'au plus haut sommet du crime à Gotham, et aussi sa relation avec Batman. Une relation qui m'a fait un poil grincer des dents. En gros, chacun des 2 personnages essaie de manipuler l'autre et de l'utiliser à son avantage. Et à ce petit jeu, c'est clairement le Pingouin qui s'en sort le mieux, et Batman qui lui se retrouve plutôt dans le rôle du couillon de service. Ouais, on va dire que je suis pas convaincu, mais bon, passons. Ensuite, on reprend le récit principal, celui du retour du Pingouin à Gotham City, et sa tentative de reprendre le pouvoir des mains de ses enfants. Tout le premier tome consistait à mettre en place les moyens qui devaient permettre au Pingouin d'y parvenir, et cette fois, on va voir les moyens en question en action.
ou pas. Alors, je vais rien dire de ce qui se passe dans cette seconde partie. Disons, pour rester dans le général, que Tom King a mis en place une mécanique bien huilée. Mais que les éléments de la mécanique, ils sont quand même vachement voyants, et que ça sent aussi vraiment très fort l'huile. Parce que là, en fait, on se retrouve face à un joueur d'échecs, le pingouin, qui manipule ses pions méthodiquement, froidement, et qui déroule sa partie. Et vraiment, autour du pingouin, il n'y a que des pions. Et même, en fait, les pions de l'adversaire, eh ben, c'est lui qui les manipule. À la lecture, ça donne quelque chose de, comme je disais, très mécanique. Il n'y a rien ni personne qui semble capable de faire dévier les plans du pingouin, même pas Batman. Il n'y a que des pions qui subissent, et il y a quelques témoins impuissants, genre Gordon, qui assistent aux événements en cours sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et ça donne quelque chose de très froid, de très calculateur, sans une once d'humanité, sans une once de surprise non plus. Tom King, il déroule son scénario comme le pingouin déroule son plan, sans accroc ou presque. Ça se lit bien, ok, mais au final, j'ai pas trouvé que c'était une lecture vraiment satisfaisante. Et les autres personnages du récit, en dehors du pingouin, ils ont absolument aucune existence, ils ont aucune épaisseur. Et même les monologues intérieurs qu'utilise systématiquement Tom King pour donner à voir leurs pensées, eh ben ça n'apporte rien la plupart du temps. Le plus souvent, en fait, c'est juste un élément qui vient parasiter la lecture principale. Et alors quand même, mention spéciale à la scène avec le Sphinx, je l'ai passé, je crois que c'est avant, où on a droit à une succession d'énigmes pendant leur dialogue, mais c'est le genre d'énigmes que tu trouves dans les emballages de Carambar. C'est juste, mais absolument navrant. Et voilà, même la construction du récit avec cette succession de scènes courtes, effectivement, ça donne du dynamisme à la narration, mais là encore, ça donne surtout quelque chose de très mécanique, de très systématique dans son utilisation, et au bout de 12 épisodes, ça finit par devenir plus que lassant. Alors, bon, j'ai l'air d'être très négatif, en vrai, ça se lit. En fait, le récit, il a les défauts de ses qualités. Je reviens à mon histoire de mécanique bien huilée, mais c'est vraiment l'impression qui ressort en ce qui me concerne. C'est bien foutu, mais au final, j'ai l'impression que ça brasse du vide. Alors, je regrette pas ma lecture, mais c'est pas une série que je suis du tout sûr de garder. On verra. En attendant, ce second tome fait 176 pages, au format 17 par 26 cm. La traduction, elle est signée Yann Graff, et son prix est de 20€. On passe aux nouveautés de la semaine, mais on reste chez Urban et on reste même chez Tom King avec le deuxième tome de Wonder Woman, Hors la loi. Là aussi, j'avais consacré une vidéo dédiée au premier tome. Si vous n'avez pas lu ce premier tome, je vous conseille plutôt de pas regarder la suite, d'aller plutôt voir la précédente vidéo. Parce que là, je vais quand même être obligé de spoiler quelques éléments du premier tome pour pouvoir parler de la suite. Donc, dans ce deuxième tome, on va retrouver Wonder Woman, défaite et captive du souverain et de son lasso des mensonges. Mais avant ça, on a tout d'abord droit à un interlude cosmique sur un ton très différent de ce qui a précédé et de ce qui va suivre. Un épisode dans lequel Wonder Woman et Superman vont faire des emplettes dans un centre commercial cosmique pour trouver un cadeau d'anniversaire pour Batman. Ouais, alors celle-là, effectivement, on l'avait pas vu venir.
Alors, ça s'intègre bien dans la continuité du run de King. On nous précise même que l'action se situe juste après celle de l'épisode numéro 5. Et il va être évidemment fait référence aux événements en cours dans les discussions entre Wonder Woman et Superman. Et avec des dialogues qui, en gros, vont justifier que Superman et les autres n'interviennent pas dans l'histoire en cours. Mais donc, cet épisode, dessiné par Guillem March, c'est une espèce de bouffée d'oxygène en apesanteur, au milieu d'un récit oppressant tellement il est noir et tellement Wonder Woman en prend plein la tronche. Ici, c'est une histoire qui est pleine d'extraterrestres bizarroïdes, qui est pleine de vannes sur Batman aussi, et où Tom King met quand même très bien en scène la complicité entre ces personnages, et avec quelques moments de vraie émotion qui viennent s'insérer dans des moments de plus franche comédie. Et c'est un vrai plaisir à lire. Et là-dessus, retour à l'histoire en cours, où on retrouve une Wonder Woman défaite et enchaînée face à un souverain dont l'objectif est de la briser. Et Tom King va développer ça sur 3 épisodes. Alors, dans le premier, on revient sur les thématiques abordées dans l'album précédent, le patriarcat, la place de la femme dans la société, avec en toile de fond un discours religieux bien rance, qui sert de justificatif au comportement de certains. Et on retrouve Wonder Woman en femme au foyer modèle, ou presque, mais qui se trouve en fait prise en tenaille entre le discours qu'on lui tient en permanence et ses propres désirs. Et ça donne un épisode qui fait beaucoup penser à Love Everlasting, la série que réalise Tom King avec Elsa Chartier. On a une mise en scène en partie similaire, et un discours similaire lui aussi. Et pour le coup, il y a une parenté évidente entre les 2 titres, et la manière dont Tom King aborde ces questions. L'épisode suivant, lui, il se déroule un peu dans la même logique, autour d'un long tête-à-tête entre Wonder Woman et Steve Trevor, où on change de registre et de décor à chaque page, et ce qui permet à Daniel Sampere de montrer quand même toute l'étendue de son talent, quel que soit le style qu'il aborde. Et puis on a un 3e épisode qui lui est davantage tourné vers l'action. Alors celui-ci, pour le coup, je vais rien en dire, si ce n'est que on va retrouver une adversaire classique de Wonder Woman qu'on n'avait pas encore vu jusque-là, et là encore ça donne un face-à-face qui est vraiment intéressant. Et c'est tout pour le récit principal. Ce tome contient que 4 épisodes, les numéros 7 à 10, pour cause de tie-in à partir du numéro suivant à l'event Absolute Power, qu'on pourra lire en France en janvier prochain. Alors vous allez me dire que 4 épisodes, c'est peu, certes, mais on a aussi les backup stories de Tom King et Belen Ortega. Et y compris d'ailleurs celui du numéro 6 qui figurait pas dans le tome précédent. Et à nouveau, on a droit à un truc vraiment très fun, avec en fait, les histoires mettent en scène Lizzie, la fille de Wonder Woman qu'on a déjà vu dans le tome précédent, et puis aussi ses 2 frangins babysitter, John Kent et Damian Wayne. Et donc ça donne à chaque fois de courtes histoires qui sont centrées sur cette gamine absolument insupportable, enfin, bon, comme n'importe quelle gamine en vrai, mais qui veut pas aller se coucher, qui veut faire du cerf-volant mais elle n'y arrive pas et se tape crise de nerfs sur crise de nerfs, qui se rend dans le passé pour préparer un exposé et qui va évidemment chambouler tout le continuum temporel, ou qui se retrouve dans un rôle
inverse des autres récits, où cette fois c'est elle qui est chargée de surveiller Superman et Robin, qui ont été transformés en petits chiens très très mignons. Et ça donne des petites histoires qui sont vraiment, mais vraiment fun, et d'autant plus que au dessin, Belen Ortega, il est parfait pour jouer la surenchère dans les émotions des personnages, et pour accentuer le côté comique des situations. Et tout ça, ça nous donne donc un récit principal très noir, encadré par des histoires très fun. Alors, c'est un choix un peu étonnant de la part de Tom King, mais je trouve que ça fonctionne bien. Là, j'avoue que c'est purement subjectif. J'imagine que pour certains lecteurs, ça peut paraître un choix totalement incongru, et ça l'est dans une certaine mesure. Mais du coup, en ce qui me concerne, je suis content de retrouver un peu de légèreté au bout d'un récit, encore une fois, très sombre et très ancré dans des thématiques et des questionnements totalement d'actualité. Et j'aime bien que Tom King vienne nous rappeler que Wonder Woman, ça peut aussi être très fun. Wonder Woman tome 2 fait donc 152 pages, format 17 par 26 cm. Il est traduit par Thomas Davier, et il est vendu au prix de 18 €. C'est tout ce qui m'intéressait chez Urban cette semaine, où on a également eu les nouveaux tomes de Dawn of Superman et Dawn of Green Lantern. En ce qui me concerne, on a plutôt passé chez Panini avec le tome 3 de Conan par Jim Zub et Roberto de la Torre. Alors j'ai déjà eu l'occasion de parler des 2 premiers tomes dans Une semaine en comics. J'aime bien le travail de Jim Zub sur la série. Et Roberto de la Torre, je trouve que c'est l'artiste absolument parfait pour cette série. Alors, il bosse sur le titre en alternance avec Doug Braithwaite. Chacun signe un arc, chacun son tour. Donc là, bonne nouvelle, c'est à nouveau au tour de la Torre, qui avait signé le premier tome. Et, dans le genre inspiré à la fois par le travail de John Buscema et par des artistes plus anciens comme Al Foster ou Burn Hogarth, moi je trouve ces planches vraiment d'une beauté folle. Et côté scénario, je trouve que ce tome 3, c'est le plus réussi jusqu'à présent. Et c'est un tome qui devrait plaire tout particulièrement aux fans et aux connaisseurs de Conan, et plus généralement de l'œuvre de Robert Howard, puisqu'on y assiste à un crossover entre Conan et Kull, une autre des créations de l'auteur, qui a lui aussi eu droit à son adaptation en comics chez Marvel dans les années 70. Et donc ici, on a le face-à-face entre les deux personnages, quand bien même ils n'ont pas du tout vécu à la même époque, mais c'est pas ça qui va arrêter un scénariste qui a envie de les faire se rencontrer. Ça donne un récit, comme d'habitude, très brutal, qui joue bien sur les différences de caractère entre les deux personnages, et qui tisse des liens entre leurs deux univers. Avec, en bonus, une autre apparition surprise en fin de volume, qui devrait aussi ravir les fans, mais là, voilà, je n'en dirai pas plus. Bref, en ce qui me concerne, je continue de prendre plaisir à lire cette série. C'est beau, c'est dynamique, c'est brutal, encore une fois, et en gros, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Ce tome 3 fait 104 pages seulement, comme les précédents d'ailleurs, au format 17 par 26. C'est traduit par Corinne Davier, et c'est vendu 16 €. C'est tout en ce qui concerne mes achats de la semaine. Alors chez Panini, il y a eu d'autres sorties intéressantes, y compris concernant Conan, puisque on a eu le colossal Conan le Cimérien, qui reprend en fait l'intégralité de la série Dark Horse de 2008, écrite par Timothy Truman et dessinée principalement par Thomas Giorello, mais avec aussi à l'intérieur un bon paquet de planches signées Richard Corben.
Et puis on a aussi un épisode signé Joe Kubert. C'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça. Et voilà, franchement c'est très beau, c'est très tentant, j'avoue. D'autant qu'en plus j'ai qu'une partie de ces épisodes en VO. Mais bon, là on est quand même sur un bouquin à 90€ pour moins de 700 pages. Alors même si c'est en très grand format, à un moment donné, en ce qui me concerne, ça devient juste impossible à suivre. Donc, en ce qui me concerne, j'essaierai un jour de compléter la VO ou de le trouver d'occasion. On peut rêver, hein. Bon, sortie aussi du tome 2 de Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Walta. J'avais fait une vidéo sur le premier tome. Alors si vous connaissez pas les séries, allez y jeter un œil parce que c'est une lecture que je conseille. Pour ce qui est de ce deuxième tome, l'ambiance reste la même et on apprend davantage sur l'artefact qui est au centre de cette histoire, sur l'endroit étrange où se déroule l'histoire, et puis sur son lien avec les différents personnages qu'on suit au fil des épisodes. C'est chouette, c'est vraiment très beau, et moi c'est un truc que je conseille. Alors ce deuxième tome est sorti très vite après le premier chez Panini. Maintenant il va falloir s'armer de patience pour la suite parce que elle se fait toujours attendre aux États-Unis. Et à ma connaissance, elle a toujours pas été annoncée. Si vous avez vu passer des infos, balancez ça en commentaire parce que ça m'intéresse. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Dernier titre notable en ce qui me concerne, c'est chez Comics Initiative, les tomes 9 et 10 de Love and Rockets, des frères Hernandez. Alors normalement, ils devaient sortir vendredi, mais je les ai pas vus. Si quelqu'un peut me confirmer qu'ils sont bien sortis, j'aurais bien qu'on me dise ça dans les commentaires. Et donc, on devrait quand même avoir de jolies choses au sommaire, notamment dans le tome 9, qui est consacré à des récits signés Jaime Hernandez, avec la mini-série Penny Century, qui donne son titre au tome, et puis aussi la mini Wow Nelly, avec du catch, et encore du catch, mais en vrai, il n'y a pas que ça. Et puis, on a aussi un volume hors série, baptisé Love and Rockets, les chroniques, tome 1, avec au sommaire 2 récits. Birdland, dont j'ai ici l'ancienne édition française, et Le Jardin de la Chair. Alors là, je vais pas pouvoir le feuilleter. Je vais m'arrêter à la première page. Allez, ça passe. Par contre, la suite, c'est interdit aux moins de 18 ans. Donc, j'en ferai probablement une vidéo dans les interdits de Comics Code, avec moult logos du Comics Code Authority placés aux endroits stratégiques. Mais pour une vidéo du dimanche soir, ça va pas être possible. Quoi qu'il en soit, on reparlera de tout ça quand je me laisserai procurer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.